la mort, et puis qu'on... attendez, je vais juste accepter ceci. Bon. Alors, si on prend la mort comme un tabou, ça voudrait dire que c'est interdit. Ça va à l'encontre de ce qu'on voit, parce que dans tous les films et les séries, on voit de la mort. Sur les Facebook des gens ou les réseaux sociaux, on voit passer les avis de décès. Donc, on en parle de la mort, hein, d'une certaine façon. On a même l'intelligence artificielle qui nous permet de faire revivre, hein. On peut, alors, la mort est intégrée et fait partie du quotidien des gens. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un interdit? Moi, ce que je crois, c'est qu'on a plutôt de la difficulté à l'aborder, à en parler. Fait que j'appelle ça, moi, une analphabétisation de la mort et du deuil. C'est-à-dire, on a perdu les mots, les gestes, même les rituels. Puis ça, on a des faits, là. On avait des rituels très ancrés dans les années 40 au Québec, 50, 60. On a vu apparaître de nouvelles possibilités, de nouvelles réalités qui a fait on a pris un recul, qu'on a pris une distance. Et là, il y a eu des fausses croyances qui se sont placées à travers tout ça. Donc, les mythes ont pris beaucoup de place. Hmm. Euh, le temps arrange les choses, il faut être fort, c'est des paroles qu'on entend et qui vont avoir une charge de prescription beaucoup chez les gens qui le lisent. Donc, moi, je pense que on manque de mots, puis on manque maintenant de modèles et de cadres et pour savoir. Puis je pense qu'il faut aller dans l'histoire pour comprendre ça un petit peu Ouais. plus. Justement, tu m'ouvres la porte, José. Là, je fais du montage au fur et à mesure, mais tu m'ouvres la porte, José, à savoir, parce que tu l'as déjà évoqué en disant dans les années 40, 50, 60, il y avait des rituels qui étaient bien installés, qu'on vivait un peu, on n'avait pas le choix, parce qu'on faisait, en tout cas en grande majorité, partie de la religion catholique qui dictait un peu des rituels. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien sûr, on pourrait en parler très longtemps, mais de façon synthétique, c'est quoi les grands moments de l'histoire qui ont fait qu'on est arrivé à, justement, aujourd'hui, à avoir des impacts comme ceux, comme de quoi on n'a plus de mots, on ne sait plus comment être devant cette réalité-là? C'est un amalgame de choses, là. Mais premièrement, si on regarde, puis pas trop loin dans notre histoire, ben, la mort, c'était communautaire. Ça se vivait de façon communautaire. Hmm. Les gens, premièrement, décédaient dans les maisons, entourés de leurs proches. Alors, on la voyait, la mort, on la sentait, on la respirait, on était là, peu importe nos âges. Ça, c'est important. Ensuite, ben, on veillait nos morts pendant 3 jours, 3 nuits. Ça, c'était communautaire aussi. On identifiait les maisons où ça se passait. Alors, les gens pouvaient, de la communauté, les voisins entraient, là, c'était pas juste familial, là, c'était communautaire. Il y avait une façon de faire, mais c'était quand même 3 jours, 3 nuits. Ensuite, on avait les cimetières qui étaient des lieux communautaires. On se posait même pas la question. Une personne qui décédait allait aller au cimetière. Puis on avait même des pratiques en juin d'ouvrir les cimetières et de se rassembler. Les funérailles étaient communautaires. C'était pas juste voué aux familles puis aux amis. Alors, on avait cette partie-là qui était très visible, communautaire, le village ou les villes, mais plus on était dans un village, plus tout le monde était impliqué. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a offert des nouvelles formules. La crémation est apparue dans les années 60. Les salons funéraires sont apparus dans les années 40. Hmm. On a créé des hôpitaux. On a sorti les morts des maisons. On a donné à des experts la tâche de s'en occuper. Alors, donc, de décider qu'un enfant était là ou pas, ben, ça devenait de l'ordre du médecin et non du parent. Comprenez-vous? On Hmm. a vraiment, euh, on est passé de 20% de crémation à 80% en presque 30 ans. OK, ça a été Hmm.
rapide, rapide. On est passé d'un cadre où tout le monde vivait des funérailles de la même façon à l'église, puis 3 jours, on les a enlevés, les 3 jours dans les maisons, mais avant, c'était dans les salons funéraires, à 1 heure et parfois rien. Là, on est devenu avec des possibilités de faire les choses à la carte. On a aussi médicalisé, puis ça, c'est important de dire que les progrès de la science ont un impact parce qu'on est passé de, bon, mourir, c'est naturel, l'espérance de vie est de 48 ans, à, Hmm. oh, le médecin a la charge de sauver les gens. Autant le petit bébé de 21 semaines dans le ventre de sa maman, on est maintenant capable de l'accoucher et de le faire vivre. Ça veut dire que c'est la vie à tout prix. Autant on va retarder les décès par nos progrès. Donc, on s'est écarté beaucoup de mourir, c'est naturel, mourir, ça arrive. On s'est écarté de la partie communautaire. Les familles se sont rétrécies, les rites Hmm. funéraires aussi, les gens qui sont présents. Fait que moi, mon opinion, c'est qu'on a perdu le savoir collectif. On ne sait plus Ouais. comment le dire. Donc, alors qu'avant, quand une mère et un père vivaient la mort d'un enfant accidentellement, c'était su, connu qu'il y avait un enfant qui était mort, puis les gens pouvaient leur en parler. Maintenant, les gens peuvent se permettre de dire j'ai 2 enfants alors que c'est trois. On a perdu la façon. Ils savent même plus comment dire qu'ils en ont trois, dont un mort, parce qu'ils Puis ne savent pas comment ils vont être accueillis. donc, tu parles déjà d'une conséquence très forte. Tu as parlé analphabétisation, Bravo. de la façon même de parler de la mort, de notre expérience de la mort. C'est très évident pour moi dans l'histoire que tu as racontée que tu parles de quelque chose qui était communautaire, social, humain, qui est devenu quelque chose d'individuel, qui est devenu quelque chose de professionnel, de médicalisé. Quels sont, là tu parles de la perte de langage, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments d'impact importants qui ont été causés par ce changement radical-là? Ce serait quoi selon toi? Ben oui, si on n'a plus les mots pour le faire, le plus grand impact, c'est que les gens qui vivent la mort d'un proche sont maintenant, ils n'ont plus leur place. Alors, on va changer de trottoir pour ne pas leur parler, on va éviter. Alors, ce qu'on crée, c'est de l'isolement. On crée beaucoup d'isolement. Puis, Hmm. moi qui ai rencontré des milliers d'endeuillés dans ma carrière, une des choses les plus blessantes, c'est ça. C'est de voir les gens qui détournent les yeux. Plus la douleur, elle est présente, plus les gens ont de la misère parce qu'on n'a plus le vocable, on n'a plus les gestes, on ne sait plus trop quoi faire. Alors, l'endeuillé attend que quelqu'un ose. Mais Hmm. même lui, il n'a pas le langage. Et lui aussi, il l'a perdu. Fait que comment on nomme à quelqu'un qu'on a besoin de parler, ça aussi. Alors, quand une porte se ferme, c'est pas juste une qui se ferme, hein, c'est plein d'autres qui se sont fermées. Ça, je pense que c'est important. Puis j'ai le goût de dire, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque de mots, c'est un manque Ouais. de repères. Il y a plein d'amour d'en dire. Exemple, OK, à Noël, on ne parlera pas de son mari parce qu'on ne voudra pas, tu sais, lui faire revivre ça. Ouais. Ouais. Ce qui manque, c'est des repères, puis c'est de la connaissance. C'est de, c'est d'avoir, au fil du temps, été capable de lui parler à elle pour savoir comment elle intègre la mort de son conjoint dans sa vie. Puis ça nous aiderait à savoir que on peut lui en parler à Noël, puis que même elle Ouais. attend ça. Hein? Mais si on se tait, puis qu'on installe le silence partout, puis qu'il y a le malaise, ben c'est sûr que ça va juste continuer, même dans les grandes dates importantes. Fait que l'isolement, pour moi, c'est important. Mhm. Puis si tu permets, José, je profite de l'occasion pour dire, parce que je vois là, dans la conversation chat qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, il y en a qui sont là depuis le début, mais je trouve important de dire, José, que tu as apporté une contribution vraiment riche dans le midi, les midis vivre la mort, 3, 4 et 5, où justement on s'est demandé
on s'est donné des mots pour nommer ces réalités-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retourner à la page Vivre la mort dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a toutes les vidéos des événements antérieurs où vous pourriez aller chercher de l'information sur ces mots-là, sur le vocabulaire qu'on peut se donner. José, tu commences à nous ouvrir la porte sur la question qu'on va se poser. Donc, ce que j'entends, la nuance est très juste et elle est très précise. C'est pas nécessairement que c'est un tabou parce qu'on a envie d'en parler, on a besoin d'en parler, mais on a perdu du vocabulaire. Euh, J'aimerais, avant qu'on lance l'invitation à tous, là, je vais le faire tout de suite, mais j'aimerais t'entendre sur une solution ou en tout cas une porte qu'on peut ouvrir pour briser ce tabou-là, doucement. Si vous avez vécu des expériences de deuil, des expériences d'accompagnement, on se demande aujourd'hui, même si on comprend mieux grâce à la contribution de José, souvent que c'est pas qu'on ne veut pas en parler, mais qu'on a un manque de vocabulaire, de mots, on est des analphabètes de cette expression-là. Est-ce que vous avez trouvé des solutions dans votre réalité, dans votre expérience de ça, qui pourraient nous aider à mieux être avec ce malaise-là, cette incapacité-là? Donc, n'hésitez pas déjà à écrire dans la conversation si ça vous tente. Aussi, de peut-être déjà lever la main pour nous dire que vous avez envie de partager quelque chose avec nous. Mais José, j'aimerais, alors qu'on ouvre la conversation, doucement que tu nous parles d'une première solution ou d'une première invitation plutôt que tu ferais aux gens pour nous aider à devenir moins analphabètes ou en tout cas trouver des façons de partager ça avec les autres, là. Ben, je vais commencer en disant, on manque de mots. Puis là, si on arrive dans une famille qui dit on ne parle plus de grand-maman qui est morte, là, Hmm. le tabou, il est mis, l'interdit est mis. Puis ça, il faut qu'on Bon. soit à l'affût de ça. Euh, il faut vraiment que quand on dit qu'il ne faut pas en parler de la maladie, il ne faut pas parler de telle chose, là, on rentre vraiment dans un tabou. La première chose pour moi, là, c'est plus on comprend, ben, moins on a peur d'en parler. Plus on sait plus on sait que ça se dit, ça. Euh, euh, ah oui, tu sais, tu me parles de tes deux enfants. Moi, tu sais, je le sais que tu en as un qui est décédé, ça fait déjà 15 ans, tu sais. Est-ce que tu aimerais m'en parler? Tu sais, dans un contexte, là, pas à l'épicerie, là, mais dans un contexte de un à un, ça se dit. Ça se dit, si tu as le goût d'en parler, je suis là. Ça permet vraiment, alors comprendre va permettre vraiment d'arrêter d'avoir peur d'aborder le sujet. Euh, on a peur de faire mal, on a peur d'ouvrir les plaies, on a peur que ça paralyse l'autre, on a peur de ne pas savoir quoi faire s'il pleure. Fait que comprendre le deuil va aider à plus avoir ces peurs-là. Fait que moi, ce serait la première chose. Fait que vivement des midis comme ça pour qu'on parle de deuil, parce que ça va permettre aux gens de dire, OK, au pire, la personne va me dire, j'ai pas le goût d'en parler. Mhm. Puis, ouais. Est-ce que tu dirais, José, que, tu sais, moi aussi, dans d'autres contextes dans ma vie, je suis un acteur, je suis un artiste, je me mets devant des gens, je parle, c'est mon métier. Fait que, tu sais, je contrôle mon malaise ou ma peur ou ma nervosité. Est-ce que selon toi, de nommer la peur, de nommer le malaise, ça peut aider aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Hey, on peut être au salon funéraire, dire à la personne là, qui pleure devant nous, dire, je suis vraiment touchée par ce qui t'arrive. Honnêtement, j'ai même pas les bons mots, je suis même pas sûre de quoi te dire, mais je suis là. Tu sais, de Mhm, mhm. nommer le malaise, c'est extraordinaire. Mais oui, c'est super bon. C'est super Ouais. bon. Puis, À ce moment, oui, vas-y, José. on Non, vas-y. J'allais réouvrir l'invitation aux gens, là. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait certains témoignages dans le clavardage. Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est sauté aux yeux ou tu vas lever la main si jamais tu... Oui, tu vas lever la main. Parfait. Donc, j'invite encore, hein, ma question pour vous qui êtes ici, puis encore une fois, ce n'est pas une obligation. José et moi, on a des solutions, on a des choses à vous partager, mais si vous avez envie de nous donner un petit témoignage ou partager une façon dont vous avez trouvé des façons d'être avec ce tabou-là. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Je vois qu'il y a Pierre-Luc qui vient de lever la main. Euh, Laisse-moi juste voir, je vais te mettre en évidence.
Bonjour Pierre-Luc, est-ce que tu nous entends Bonjour, bien? est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Ben, on t'entend un peu comme de loin, mais je pense que peut-être si tu remontes le son ou quelque chose, on devrait être capable de mieux t'entendre. Je vais pas me faire signe si jamais le son n'est pas bon. Parfait. En fait, mon père est décédé à l'automne dernier. Puis, c'est ça, j'en avais beaucoup à raconter là-dessus, mais je vais focuser sur la question qui a été Oui. posée. Moi, en fait, après sa mort, j'étais dans tous mes états et je ne faisais que parler de la mort à tout le monde que je rencontrais. Je lisais sur la mort, j'écoutais des balados sur la mort, je regardais des documentaires sur la mort. Et ce que j'ai réalisé en parlant à des amis et à mes proches, c'est que simplement ce que j'avais besoin, c'était d'écoute. Je n'avais pas besoin d'entendre des choses comme Ah, il ne souffre plus maintenant ou Ah, il est dans un meilleur Hmm. monde. Parce que ça, on le sait, on le dit parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais dans les faits, moi, de l'écoute, c'est vraiment de ça que j'avais besoin. Et j'ai un de mes amis qui a perdu un proche aussi il y a quelques mois. Donc, je savais dans quelle posture me mettre face à lui ici. Puis, je l'ai simplement écouté. J'ai été là pour lui. Je lui ai dit n'importe quand tu veux parler de ce que tu vis, tu m'écris, tu m'appelles, on se rencontre. Puis, une fois par semaine à peu près, il me contactait. Puis, je ne disais rien de particulier. J'étais simplement en mode écoute. Je faisais des petits reflets de sa conversation pour l'encourager à continuer à parler. Puis je me rendais compte que c'était très efficace. Alors, l'écoute est pour moi le meilleur outil qu'on peut utiliser dans ce contexte-là. Puis qu'est-ce que tu dirais, avant de retourner vers toi, José, qu'est-ce que tu dirais, je me permets de te tutoyer, là, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu dirais a été l'impact le plus profond d'être écouté, comme quand tu recevais cette écoute-là, ça faisait quoi pour toi? Ah, ben, c'est que je n'étais pas seul. Parce que je sais que dans le deuil, on a l'impression qu'on est seul, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Alors que quand quelqu'un m'écoutait, même si ce n'est pas lui qui vivait le deuil, j'avais l'impression qu'il partageait un petit peu des émotions avec moi. J'avais l'impression qu'il me comprenait. J'avais l'impression d'avoir un ami. Puis c'est très, très précieux. Dans les moments de désespoir, de sentir qu'on a des amis qui sont là pour nous, c'est très précieux. Oui, puis j'imagine aussi que l'idée d'être écouté et d'avoir des reflets simplement, ça nous sort aussi d'un jugement ou de quelque chose qui peut, tu sais, apparaître comme un commentaire qui permet de fermer la conversation. Je prends le lead ici, José, pour te remettre en évidence. Aurais-tu un commentaire à faire suite au partage de Pierre-Luc? Mais tout à fait. En fait, Pierre-Luc, ce que vous reflétez, c'est justement, on a parlé de l'isolement tout à l'heure, puis ça, c'est très fort. C'est ça que je disais, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les gens qui vivent la mort d'un être cher. Puis l'écoute, il faut que ce soit une vraie écoute, pas une écoute qui, par la suite, va placer une phrase qui va faire que toute la belle écoute vient d'être bousillée parce que la phrase vient de dire je te comprends pas finalement. Les gens n'ont pas besoin d'être compris ou pas compris, les gens ont besoin d'être entendus, d'avoir une tribune où ils peuvent s'exprimer et sentir qu'ils le font en sécurité. Fait que ça prend une écoute sécurisante. Carl Rogers disait, c'est étonnant à quel point l'être humain quand il se sent écouté, ce qui paraît insurmontable devient tout à fait possible. Hmm. Mais et pour ça, il faut que la personne n'ait pas dit quelque chose à chaque fois. Tu sais, je comprends ou ah oui, je me mets à ta place. Tu sais, il faut vraiment laisser l'autre parler, laisser les silences être, laisser l'autre dans son émotion. Si l'autre se sent coupable, pas dire tout de suite, c'est pas de ta faute, entendre sa culpabilité. Tu sais, une vraie écoute, là, c'est être vraiment avec l'autre. C'est pas si simple que ça, mais c'est vraiment de ça que Pierre-Luc vient de nous parler. C'est celle qui fait du bien, vraiment. Puis je reviendrai avec, merci beaucoup, José, je reviendrai avec l'image que ça me donne, moi aussi, c'est que tu sais, des fois, on se dit, ah, j'écoute pas bien, puis là, j'ai parlé. Moi, j'ai l'impression que souvent, dans ces moments-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi de nommer le fait que, ah, tu sais, de reconnaître notre imperfection, de dire, tu sais, je le sais, là, moi aussi, je suis mal à l'aise, puis toi aussi, tu sais, qu'il y ait comme un échange autour de ce malaise-là aussi, pour moi, ça a souvent été une avenue intéressante pour être, comme tu le disais si bien, Pierre-Luc, là, pour être ensemble là-dedans, sentir qu'on n'est plus seul même dans ce malaise-là, c'est très, très précieux. Pierre-Luc, avant d'aller aux autres intervenants, intervenantes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Euh,
Je dirais que c'est ça, un peu comme on mentionnait tantôt, l'idée de vivre ça ensemble, le deuil, c'est ça qui fait toute la différence. Je Hmm. suis parti d'un regroupement à Waterville, à 15 minutes au sud de Sherbrooke. Ça s'appelle la traversée. La dernière traversée. La dernière traversée, en fait, c'est un mouvement citoyen de gens qui soutiennent les gens à travers le deuil dans la communauté. Puis, à terme, si les lois peuvent changer au Québec, ben, on aimerait ça réinstaurer des veillées funéraires de 3 jours, par exemple. On aimerait ça pouvoir peut-être être un peu plus libre avec le corps et tout. Mais en attendant, il risque d'offrir un espace sécuritaire pour que les gens puissent être entendus. Et aussi aider les gens à coordonner tout ce qu'il y a à coordonner Hmm. comme un décès. Tout ce qui est imaginable et qui est souvent demande beaucoup d'énergie pour une personne en deuil. Donc, ce regroupement-là, l'idée, c'est de fournir ces outils-là aux gens de aux gens qui vont prochainement être endeuillés. Et l'idée aussi, c'est qu'on aimerait inspirer d'autres groupements comme ça à se former Québec à terme, parce que c'est dans la communauté. C'est là la clé, c'est vraiment la communauté. Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Luc, de ton partage puis de ton pointage vers cette organisation-là. Si tu as le goût, peut-être tu peux partager, je ne sais pas s'il y a un site web ou une page Facebook pour cet organisme-là. Tu peux le mettre dans le chat. Ça pourrait permettre aux gens de d'y retourner, de voir ce qui se passe, peut-être si ça se passe dans leur région aussi. On va aller vers Noémie Lemay. Bonjour Noémie. On Bonjour. t'écoute. Dans la- Donc la question, hein, qu'est-ce qu'on a inventé ou qu'est-ce qui a été utile pour nous pour être devant ce tabou, ce malaise dont tu as fait l'expérience dans ta vie? Oui, moi, faut dire que j'ai plusieurs expériences avec la mort, là. J'ai été proche aidante pour des personnes dans ma famille qui sont décédées maintenant, dont une personne qui est décédée sous mes yeux. Donc, c'est quand même quelque chose à voir. Mais j'ai aussi été préposée aux bénéficiaires là, en CHSLD pendant plusieurs années. Donc, j'ai Hmm. vu aussi d'autres personnes décédées dans d'autres contextes. Euh, Moi, ce qui m'aide beaucoup, en fait, parce que quand je parle de mon métier, souvent les gens ils comprennent pas comment est-ce que je peux aimer être auprès d'une personne en train de décéder. Il y a comme de quoi qui est vraiment très très malaisant là pour les gens d'imaginer être proche d'une personne qui est en fin de vie. Puis moi en fait, ce que j'aime toujours dire aux gens quand ils ont l'opportunité là d'être, puis je dis opportunité parce que pour moi c'en est une là quand tu as l'opportunité d'être auprès de quelqu'un qui est en fin de vie, que tu sais que c'est là que ça s'en va vers la mort puis tout ça. Moi, j'aime rappeler aux gens que, ben oui, évidemment, c'est sûr que la mort, ça fait partie de la vie, mais aussi que accompagner une personne dans sa fin de vie, c'est avoir accès à une partie qui est très intime d'une personne, tu sais, puis de dire, cette personne-là te laisse rentrer dans un moment dans sa vie qui est très charnière, tu sais, c'est comme si toute la famille était là pour observer l'accouchement, tu sais, c'est quand même un gros moment pour la personne, bon, peut-être pas toujours consciente puis tout, mais il y a des moments de conscience souvent. Puis j'aime rappeler aux gens qu'en fait, tu sais, dans ces moments-là, c'est le temps, en fait, de se rapprocher de la personne, d'être à l'écoute de la personne, euh, de la soutenir, de dire que, tu sais, on est là, puis que tout va bien aller. Puis même au moment du décès, ben, tu sais, une fois que tu le vis, ça déconstruit ce tabou-là d'une mort qui est complètement atroce, où la personne est comme dans un état lamentable dans son lit, puis tout ça, tu sais, il y en a. Mais c'est la majorité des cas, en tout cas, que moi j'ai observé, c'est pas le cas. Puis je trouve que c'est important de parler de ce processus-là du mourir, puis de comment accompagner une personne dans le mourir. Hmm. Donc, José, est-ce que tu veux avoir une réaction par rapport à ça? Oui, j'aimerais bien. Premièrement, Noémie, merci. Euh, ben, tu es en train, excuse-moi, je te tutoie. En tout cas, vous êtes en train d'expliquer justement ce que je disais au début. Quand c'était collectif, que les gens décédaient à la maison, les gens voyaient le mourir. Hmm. Alors, on l'a perdu. Et là, on a laissé le malaise prendre de la place. Le malaise fait en sorte que, ben oui, Noémie se fait demander comment tu fais. Je me fais me poser cette question-là depuis 30 ans. Tu sais, c'est quoi le plaisir de travailler dans la souffrance des gens? Je me fais poser ça au quotidien. Mais là, Noémie, elle l'a compris, on n'est pas juste dans la souffrance, on est dans quelque chose de riche. Tu sais, la mort de l'autre, elle est extrêmement riche. Mais dans une société qui a désappris à en parler, qu'est-ce qui arrive? C'est que les proches vont être au chevet des gens que Noémie rencontre
Elle est capable d'en parler avec la personne qui va mourir. Elle va avoir accès à son intimité. Mais si les proches ne savent pas comment en parler, il va y avoir une barrière qui va se mettre et les gens vont regretter après. On aurait dû lui demander qu'est-ce qu'il ressentait de mourir. Tu sais, on aurait dû. Mm. Fait que quand je dis, là, tu sais, mieux comprendre, ça va aider, puis moins avoir peur, mais c'est de permettre que tout le monde ait des belles expériences comme celle de Noémie. Parce que le malaise va faire que les gens vont éviter ça, puis ils vont malheureusement le regretter. Alors, merci. Puis, est-ce que tu dirais, excuse-moi, est-ce que tu dirais, José, que là-dedans, parce qu'il y a un mot que tu as utilisé là, dans la préparation qu'on a faite en vue de la rencontre d'aujourd'hui, je trouve que ton expression d'ouvrir la porte est vraiment intéressante. Tu sais, tu disais ouvrir la porte pour être avec cette affaire-là, pour vraiment permettre à l'autre d'être imparfait, tout croche, bien, peu importe l'expérience, mais je voulais ramener le mot parce que pour moi, il avait été très évocateur dans une façon de briser l'interdit ou le malaise ou peu importe. Veux-tu ajouter Ouvrir, quelque chose? ouvrir la porte au lieu de détourner les yeux. C'est-à-dire, ouvrir la porte et dire, as-tu le goût de m'en parler? Si la personne décide qu'elle veut pas, elle veut pas. Mais au moins, on a ouvert la porte. On regrettera pas de pas l'avoir ouverte. Mais de détourner les yeux, on peut regretter longtemps, par contre. Oui. Oui, absolument. Euh, je me permets aussi parce que le temps file, puis c'est parfait, on a du temps là, pour aller rencontrer André et Karine, ne vous inquiétez pas. Je pense que l'ouverture de la porte que tu évoques, José, tu me diras si j'ai raison, là, mais ça nous permet aussi, puis c'est une intention très forte à un formule, on le fait ce midi, de créer un espace, hein. Tout à coup, on dit, regardez là, on peut prendre un moment, 45 minutes, 50 minutes pour être avec ces réalités-là. Puis c'est notre intention, je vais la garder bien précieusement, cette intention d'ouvrir une porte pour créer des espaces. Je trouve ça vraiment très facile à comprendre en plus, c'est très invitant. On va aller rencontrer Karine. Bonjour Karine. Allô? Euh, Alors, oui, moi, vas-y, on t'écoute. ce que je voudrais partager, c'est des trucs très pratico-pratiques, en fait. Euh, Quand on sait qu'on va être avec quelqu'un qui est soit en deuil ou une personne qui est en fin de vie, de le savoir d'avance, par exemple, d'essayer de se grounder, soit par une pratique de respiration ou de relaxation, ou en tout cas d'essayer de vraiment de s'ancrer dans le moment présent pour arriver là avec la meilleure présence qu'on est capable d'offrir. Je pense que ça peut être utile. Des fois, c'est juste Mhm. de prendre une petite marche. Tu sais, si tu arrives là, puis tu es déjà comme plein d'affaires dans ta tête, puis t'es pas comme, t'es ailleurs, c'est sûr que l'autre personne, elle ressent. Tu sais, on est comme des miroirs un peu, là. Ouais. Puis un autre truc que je trouve intéressant, c'est quand quelqu'un est vraiment triste puis pleure. Des fois, notre réflexe, c'est d'apporter une petite boîte de Kleenex, là, puis donner un petit Kleenex. Puis, tu sais, on fait tout ça par comme compassion, puis on veut aider, mais des fois, ça peut être perçu comme moi, ça me rend mal à l'aise que tu pleures, puis j'aimerais ça que tu arrêtes de Mm. pleurer. Alors, voici un petit Kleenex, tu sais. Fait que peut-être que ça s'applique pas dans tous les cas, mais des fois, de garder en tête que de pleurer, c'est nécessaire, puis c'est thérapeutique, puis même si nous, on voudrait aider, mais peut-être le mieux qu'on peut faire, c'est de laisser les flots couler, là. Fait que c'était juste ça que je voulais partager. Mais merci beaucoup. José, je reviens vers toi pour voir tes réactions. Ben, c'est super intéressant, Karine, parce que moi, j'ai suivi une formation en Suisse et le formateur disait que c'était totalement contre-productif d'offrir une boîte de mouchoirs à des gens qui pleuraient. C'était comme de dire, effectivement, t'as pas, les larmes me dérangent, tes larmes me dérangent. C'est de les mettre à disposition puis que la personne prenne. OK? Là, on était vraiment dans quelque chose d'intervention, mais quand même, ça revient à ça. C'est on est mal avec la douleur, fait qu'on est mal avec la grande colère, la grande détresse, les grands pleurs. On aime bien quand ça rentre dans quelque chose d'un peu plus confortable. Alors, les élans nous font peur, hein? On revient encore à la peur, puis à l'importance de bien connaître que, premièrement, les émotions, ça se dissipe. Tu sais, ça restera jamais autant intense. Puis plus on les laisse aller, plus ça va se passer. Plus on veut pas, puis qu'on est contre les émotions, pire ça va devenir, hein. Ça va vraiment. Alors,
il faut pas avoir peur du monde émotif, puis il faut pas juger qu'une émotion est mieux qu'une autre. Karine aborde la tristesse, les larmes, mais une personne pourrait vivre du soulagement, puis pourrait ne pas pleurer, puis elle pourrait être face à un jugement, puis un malaise qui est aussi grand que quelqu'un qui pleurait énormément. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne que toutes les émotions sont bonnes. Au moment où elles sont vécues, l'important, c'est de les accueillir. Le rôle de la personne, c'est parfait, tu as raison, oui, d'offrir une meilleure présence pour accueillir, parce qu'on n'a rien d'autre à faire que d'accueillir comme la température. Hein? La température, on ne peut rien faire contre ça. Ça va arriver, ça arrive, c'est comme ça. Ben, c'est la même chose avec les gens qui sont souffrants. On va accueillir le mot qu'ils nous disent, la façon que ça sort, c'est tout croche, c'est tout croche. Nous, on a à accueillir, vraiment. Karine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, c'est très bien résumé, merci. Merci, merci beaucoup. J'ai une question pour toi, José, puis on va aller te voir, André. Je ne t'oublie pas, je sais que tu es là. Moi, là, j'ouvre la porte de mon vécu par rapport à la mort de ma mère, qui est juste là, à côté de mon épaule gauche, à votre droite, à votre gauche. Moi, de ce temps-ci, ce que j'éprouve beaucoup, c'est que je suis conscient que euh, ma relation au deuil, elle est très souterraine. Je le sais que c'est là. Je ne me permets pas, peu importe le mot, là, c'est peut-être pas le bon verbe, mais il y a peu d'émotion, ou en tout cas, l'émotion est très sentie de façon très profonde. Tu sais, c'est pas à vif, c'est pas. Qu'est-ce que tu aurais à dire à propos de ça? Parce que moi, ça m'a beaucoup servi quand quelqu'un me dit, ben, c'est comme ça que tu vis ton émotion en ce moment. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à, euh, comment je pourrais dire, savoir que ça prend pas la bande passante, là, majeure, mais que ça existe quand même, que c'est là, en dessous dans notre vie, dans nos actions quotidiennes. Puis c'est pas qu'on est en déni, mais on le sait qu'on a besoin de laisser ça comme un peu reposer par en dessous. Je suis curieux de t'entendre. Je vais être assez rigide. Il faut qu'on enlève les modèles standards de ce qui est supposé être bien ou pas dans le deuil. Il faut qu'on Mm. arrête ça. Ouais. Ça n'existe pas. Ces modèles standards-là n'existent plus. On a évolué, on a compris c'était quoi le deuil. Et ce qu'on a compris, c'est que chacun le vit à sa façon, puis que la façon qui est là, on ne peut pas la forcer, l'enlever, le vouloir qu'elle soit différente. Alors, c'est tout à fait normal. Le deuil, c'est pas juste un éclat. C'est pas juste quand on est rempli de chagrin. Le deuil, Mm. c'est là l'apprentissage de vivre le quotidien sans l'autre. Parfois, c'est aigu, puis parfois, c'est souterrain. Comme tu dis, j'aime ça le mot, c'est parfait. Parfois, c'est souterrain. Puis, à un moment donné, il arrivera une chose, puis oups, c'est déterré. Puis là, quand on est habitué d'être dans des modèles standards, là, on va se dire, je suis pas normal parce que là, on prend des repères, hein, le repère du temps, je devrais pas pleurer comme ça. Voyons, je pleurais pas pendant 6 mois, puis là, je pleure encore. C'est la pire chose. Ça, c'est rempli de, de jugement par rapport à soi, puis il faut qu'on évite ça le plus possible. Alors, c'est vécu de cette façon-là, c'est vécu de cette façon-là pour de multiples facteurs qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour ça, mais c'est comme ça. Puis accueille comme ça. Puis le jour où ce sera moins souterrain, accueille moins souterrain. Puis c'est pour ça que j'ai posé ma question parce que je le savais que c'est ça que tu allais dire. Fait que- non, mais sincèrement, je trouve très important cette libération que tu nous permets là, tu sais, de dire soyez avec ça comme ça se présente parce que on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'écoute des autres, mais ça a été évoqué dans les témoignages de l'écoute de soi aussi. Dans cette relation à moi-même, je le sais ce qui se passe. Je suis pas dans le déni, mais je sais ce qui se passe. C'est comme ça. Puis ça me permet de te l'exprimer aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je voulais que tu nous donnes encore une fois cette liberté d'être avec le deuil comme on l'entend pour nous-mêmes. Donc, merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu veux intervenir avant d'aller voir André ou après? OK, parfait. Bonjour André. Ça Salut fait du François, bien. bonjour tout le monde. Tu m'entends? Vous m'entendez? Très bien, Oui, absolument. OK.
Moi, évidemment, je pense que tu vas me sentir venir parce que on a jasé pas mal quand on a travaillé ensemble. Moi, pour moi, la mort, c'est pas une fin. J'entends souvent la mort comme étant une fin, alors que par expérience, puis j'en ai eu plus qu'une depuis que je suis tout petit. Et ce qui est troublant, c'est que c'est un passage pour moi. Hmm. Et ce n'est pas une absence, c'est un passage. Et ce n'est même plus une croyance. C'est une conviction de par mes propres expériences et de par des expériences dont je pourrais parler de mon fils, qui a une expérience extraordinaire. Alors, je me sens choyé d'avoir vécu ça, sauf que, heureusement, aujourd'hui, je peux en parler parce que c'est le thème, c'est le deuil. On le vit quand même, le deuil, même si on sait et qu'on a la certitude que la personne est tout simplement un endroit qu'on ne peut plus percevoir. Hmm. Et Mhm. j'aimerais ça qu'on y revienne. J'espère. Ben, on y revient. Il y a des gens comme Christophe Fauré qui en parlent, des gens qui ont décidé qu'à un moment donné, ils croyaient plus. C'est des gens qui ont assisté à des deuils puis qui se rendent compte que, mon Dieu, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Et pour moi, c'est pour ça que je dis souvent, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la façon que je vais me le faire vivre quand ça va être mon tour. Et pour moi, c'est une préparation. Et je considère qu'on ne prépare plus les gens à ça. Hmm. Et c'est ça que je trouve triste, mais en même temps, je sais que ça se développe de par ce que je viens de dire. Ouais. Alors, dans le fond, c'est ça, ça me fait bien du bien d'en parler. Parce que je me retrouve devant souvent des gens qui font, ben voyons donc, voyons donc. Il n'y a pas personne qui est revenu nous le dire. Ben, il y en a de plus en plus qui reviennent nous le Ouais. dire. Et aussi, bon, on a une vie à vivre. Ça aussi, je me permets de dire que c'est plus ma certitude. Je ne dis même pas croyance. Hmm. Alors, j'espère que ça va se développer de plus en plus, mais je pense que oui, ça va se développer. Et ça n'a rien à voir avec les religions ou la spiritualité ésotérique. C'est ce Ouais. que je voulais dire. Je vous remercie de Merci, m'avoir André. écouté. Ben, avec joie. Je Mm. me retourne vers toi, José, pour voir comment tu veux aborder ce témoignage. Ben, tout à fait. Puis les certitudes des gens ou les expériences des gens vont avoir une influence sur comment ils vivent leur propre mort, mais aussi celle des autres. Et ça, c'est clair que ça a une influence. Quand tout à l'heure, je parlais de facteurs qui influençaient le deuil et la façon de le vivre, sur la cinquantaine de facteurs, cette certitude-là, qu'André parle, en fait partie. Et ça, c'est important de le dire. Puis, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on ne prépare plus les gens parce que avant, ça faisait partie du quotidien. On a enlevé quelque chose du quotidien. Donc, effectivement, puis oui, on, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'aide médicale à mourir, mais ça nous a remis la préparation de la mort sur la sellette, hein, parce Hmm. que là, on est obligé maintenant d'en parler. On s'est doté d'une loi au Québec qui nous a amené ça et qui a fait que ça a même des impacts sur les autres types de décès parce que hein, on a appris à remettre un peu la préparation. Mais je suis d'accord là, on touche, OK? On touche, mais il y a du gros progrès à faire. Puis, peu importe la conviction qu'on a, puis j'aime ça, André, vous avez fait la nuance, vous avez cette certitude-là qui est magnifique, mais le deuil demeure. C'est apprendre à vivre sans l'autre. Parce que même si on a la certitude de quelque chose, ou certains, c'est des croyances, dans notre quotidien, dans le day-to-day, cette personne-là n'est plus ce qu'elle était. Et c'est souvent là que c'est difficile puis qu'on touche à quelque chose de Mhm. douloureux. Ça ne nous empêche pas de le pleurer, son départ, Hum, effectivement. tout à fait. J'ai une question juste avant, c'est une question que j'ai avant de laisser la parole. Bien sûr. Est-ce qu'on peut communiquer ou témoigner en dehors de ce qu'on est en train de faire là, d'envoyer, je ne sais pas, des formes de témoignages, par exemple à José ou par exemple, parce que Oui. celle de mon fils, j'aimerais bien lui partager.
André, tu m'ouvres toute grande la porte parce que non, non, mais vous allez le voir, on va vous envoyer, là, ça a l'air un peu technique, mais on va vous envoyer un formulaire qui va vous permettre de nous dire un peu comment vous avez vécu la rencontre d'aujourd'hui. Tu sais, est-ce que les discussions, témoignages, informations qui ont été partagées vous ont été utiles? Puis il y a une partie dans ce formulaire-là qui vous permet d'inscrire quelque chose de plus personnel, là, tu sais, un commentaire, un témoignage. Donc, bien sûr, André et tous les autres, là, tu sais, si vous avez envie à l'intérieur de ce formulaire qu'on va mettre dans le chat, mais qu'on va aussi vous envoyer par courriel dans les jours qui viennent, ça nous ferait plaisir de vous le lire. Puis, advenant le fait qu'on a envie de les partager, on reviendra vers vous, puis on vous demandera bien sûr l'autorisation de le faire, là. Et J'ose merci dire, beaucoup, moi, François. ça me Oui, fait bien, plaisir. si parce que j'ai entendu qu'il aimerait aussi me le partager. Fait que dites que vous voulez que ce soit partagé à José, Oui. puis les gens vont me le partager avec plaisir, là. Je vais le lire avec plaisir, tu sais, vraiment avec attention. Euh, Là, j'aurais aimé qu'on puisse te voir, José, pendant que je te remercie, mais c'est la solution que j'ai pu inventer aujourd'hui. Je voulais vraiment encore une fois te dire combien tu as été une intervenante vraiment précieuse, riche, simple, mais précise, éduquée, touchante, mais à la fois pratique et parfois pas coupante, mais directe. Fait que je trouve que c'est un mélange de façon d'être devant ton savoir, mais devant la façon dont tu le partages et dont tu écoutes qui est très émouvante pour moi, puis qui encore une fois m'aide à me lever tous les matins pour continuer à faire ce qu'on fait, parce que comme tu le dis, la seule chose qui est importante, c'est qu'on crée ces espaces-là pour se donner des permissions, ouvrir des portes, pas corriger les émotions des autres, mais les entendre, les recevoir. Puis ensuite, dans ces espaces-là, ben, on n'est plus tout seul. Puis je pense que tu viens vraiment nous aider à incarner cette mission qu'on se donne. Fait que je te donne encore une dernière fois l'écran là, pour peut-être partager une chose que tu veux partager avec nous avant qu'on passe à l'au revoir pour la session d'aujourd'hui. Ben, merci, merci, ça me touche. Mais moi, je vais renvoyer les gens à l'été qui s'en vient, puis à leur dire de ne pas hésiter à prendre au passage des moments possibles pour aborder le thème. C'est pas obligé Hmm. d'être aride, c'est pas obligé d'être triste, juste de dire, vous, avez-vous pensé à ça, la façon dont vous voulez disposer votre corps à votre mort? Tu sais, ça pourrait être ça, là, hein? On peut aller là-dedans, on peut dire, vous, y a-t-il des choses parfois que vous vous posez comme question sur la mort? Un petit 15 minutes là, avec une limonade ou avec une bière là, autour d'un barbecue, là. J'aimerais ça que les gens apprennent à juste le dire pour voir que ça provoque rien de grave d'en parler. Au contraire, c'est d'une richesse extraordinaire. Puis encore une fois, si vous avez envie de le faire, puis de nous parler des impacts que ça a eu, parce que c'est vraiment le cœur de notre intention de créer ces petits moments-là un peu inopinés ou de prendre une décision, d'avoir l'audace de créer ce 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour parler de ça qui peuvent changer beaucoup de choses. Donc, José, merci, merci, merci énormément. Puis on va certainement te recroiser dans les activités qui s'en viennent pour le chantier Vivre la mort. J'y vais en rafale. Caroline, tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu vas vouloir ajouter un petit quelque chose. Lève la main si c'est le cas. Sinon, tu me diras s'il manque des choses. Mais euh, c'est le dernier midi Vivre la mort de la saison. Mais dès octobre 2026, on va relancer une série de 7 midis Vivre la mort qui auront lieu à tous les mois, octobre, novembre. Là, je le dis par cœur, mais on va vous informer du calendrier là, avec des petits congés autour des fêtes et des trucs comme ça. Mais il y aura 7 présentations en 26-27 des midis Vivre la mort. Euh, on est enchantés, nous aussi. Là, je vois Suzanne qui dit être enchantée de faire connaissance avec un et un font mille. Donc, on a fait connaissance aujourd'hui. Si vous avez envie de vous rendre sur notre page web, vous serez en mesure de voir deux choses principalement. D'abord, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Dans tous les bas de page de notre site, il y a un lien très simple. Vous entrez simplement votre adresse courriel et puis vous devenez membre de notre infolettre. C'est la meilleure façon de rester informé de ce qui se passe pour nous. Bien sûr, comme plein d'organismes, on a aussi une page Facebook, une page LinkedIn que vous pouvez aller visiter et vous pouvez nous suivre dans les événements.
Je vous ai parlé du formulaire qu'on vous fera parvenir, donc c'est très, très précieux pour nous que vous preniez le 5-10 minutes que ça pourrait vous prendre ou plus long si vous avez un témoignage de remplir ce formulaire pour nous parce que ça nous permet de vraiment pouvoir évoquer et parler précisément à ceux qui nous soutiennent des impacts qu'ont ces activités-là. Euh, il y a une autre chose, là, j'ai pas eu le temps de le présenter et j'aurais pas eu le temps, mais il y avait un membre de notre équipe aujourd'hui qui s'appelle Simon Thibodeau, qui est le coordonnateur de mobilisation et chargé de projet pour les interforums du mouvement Habitat. Si vous le savez pas encore, allez visiter notre page Facebook, allez sur notre site web et ça nous ferait plaisir de vous voir le 16 juin prochain. On a un autre midi de ce type-là pour un autre type d'activité, mais on va vous présenter une façon d'être ensemble devant les réalités du vieillissement et de la vieillesse, où on se demande, est-ce qu'on est capable de regarder des enjeux, hein, comme on le fait avec les sujets autour de la mort aujourd'hui, mais des enjeux qui tournent autour du vieillissement, puis se redonner une façon d'être qui nous permet de connaître autour, mettons, des enjeux du transport ou de la santé ou du maintien à domicile, etc., etc. Est-ce qu'on peut mieux connaître les solutions qui existent? Est-ce qu'on peut réfléchir à de nouvelles solutions? Puis de cette façon-là, un peu comme on le fait aujourd'hui, se demander est-ce qu'on est obligé d'être tout seul devant ces réalités-là? Est-ce qu'on ne peut pas se soutenir un peu plus? Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos sensibilités, nos intelligences ensemble pour trouver, connaître mieux, mais aussi trouver de nouvelles solutions? Donc, le 16 juin prochain, en format midi, comme aujourd'hui, entre midi et 13 heures, on va vous parler, et je vous le donne dans le mille, ça s'appelait les interforums, ça deviendra les forums Agissons ensemble du mouvement Habitat, qui vont se déployer dès l'automne, et ça jusqu'à 2028, en collaboration avec Caroline et Simon Thibodeau, que vous rencontrerez le 16 juin prochain. Euh, merci de tout cœur d'être là. C'est un énorme soutien, hein, juste d'être là avec nous, de manifester votre intérêt. C'est très précieux pour nous. On se revoit après l'été et les conversations de barbecue autour des réalités de la mort. Je trouve que l'invitation est très, très juste et très belle. Donc, c'est le temps d'ouvrir vos micros et de se saluer avant qu'on se revoie quelque part à l'automne. Je vous embrasse et Merci merci beaucoup. encore d'avoir été là. Bon été. Au revoir. Merci, Un grand bon merci. été. Merci, au revoir. Bye bye. Bonjour.